Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Maki Hebdo. Maki Hebdo qui, cette semaine, vous amène voir ce qui va se passer désormais à l'Élysée en ce qui concerne l'Afrique. Voilà, François Hollande connaît mal l'Afrique, c'est un fait avéré, tous les éditorialistes le disent. Il n'a pas encore pris son masque africain, si je puis m'exprimer ainsi, mais il a certainement fait... par procuration, via son ministre des Affaires étrangères, via Laurent Fabius, qui a effectué un voyage pour lui au Togo et au Gabon, dans l'entre-deux tours. Mais François Hollande s'est quand même exprimé sur l'Afrique. Il n'a pas encore fait un discours comme Sarko l'avait fait à Cotonou, mais il a pu déclarer que la relation entre la France et l'Afrique allait changer, qu'on allait s'éloigner des vieilles pratiques. Le pourra-t-il? C'est une des questions que nous allons nous poser sur ce plateau et puis tenter d'y répondre ensemble et porter les éclairages nécessaires. Au Mali, il semble que les discussions soient dans l'impasse. La CEDEAO et toute l'Afrique de l'Ouest accusent donc la junte d'avoir provoqué l'impasse. Les Américains, de leur côté, s'impatientent et on a vu que le secrétaire d'État aux affaires africaines a haussé le ton. Washington a haussé le ton envers les rebelles. Les rebelles vont-ils céder? Je dis les rebelles, mais enfin, l'ex-junte, je devrais dire exactement. Jusqu'à quand tiendront-ils? On va également s'interroger là-dessus. Et puis, il y a également des frères ennemis au Soudan qui n'arrivent pas à s'entendre. Le Sud-Soudan et le Nord-Soudan nous avaient donné beaucoup d'espoir après l'indépendance du Sud-Soudan. Des accords de partage de la richesse pétrolière semblaient être sur la bonne voie. Et puis voilà que depuis le mois de mars, des combats ont repris. Les deux pays n'ont pas les mêmes priorités. Le Nord-Soudan met en tête la sécurité parce que le Nord-Soudan accuse le Sud-Soudan d'armer des rebelles, notamment au niveau du Nil, les peuples Nuba. Et puis le Sud-Soudan, lui, ses priorités vont plutôt dans le sens de l'économie. C'est surtout l'économie qui les préoccupe. Il faut absolument exporter son pétrole, mais pour cela, il faut utiliser les infrastructures du Nord. Alors sur ces questions, j'ai le plaisir de réunir autour de moi Sédik Abba de Panapresse. Bonsoir Sédik. Bonsoir Pascal. Voilà, il est donc le directeur, le responsable du bureau parisien de Panapresse, l'agence panafricaine de presse. À côté de Sédik Abba, il y a notre ami Antoine Glaser. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Voilà, grand ami et grand spécialiste de l'Afrique, Antoine Glaser nous fait souvent l'amitié de venir également sur ce plateau. Et troisième invité, Monsieur Saliou Sissavadé. Bonsoir. Bonsoir, voilà, vous êtes de Bois-Landry Consulting, donc spécialiste en géopolitique africaine, qui également nous apporte ses éclairages. Et puis nous aurons également, pour le premier sujet, nous aurons au téléphone deux personnalités françaises qui ont été au cœur de l'action de la France en Afrique. Il s'agit de M. Pierre-André Wilzer, qui est donc ancien ministre de la Coopération, et Michel de Bonnecorse, ancien patron de la cellule africaine de l'Élysée, sous le deuxième mandat de Jacques Chirac de 2002 à 2007. Alors, avant d'appeler ces personnalités au téléphone, je voudrais qu'ensemble nous regardions donc le premier sujet, la première vidéo de cette émission, sujet qui nous a été préparé par Moïse Monkoro. François Hollande l'avait assuré, la cérémonie sera sobre. Arrivé à 10 h, le commandant militaire de l'Élysée les salue, puis il y remonte les tapis au son de la fanfare de la garde républicaine. Il est ensuite accueilli par Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se retirent pour une trentaine de minutes d'entretien. Et Sarkozy peut enfin partir sous les applaudissements du personnel de l'Élysée et de ses soutiens qui l'attendaient à l'extérieur du palais. Pendant ce temps, François Hollande est investi dans ses nouvelles fonctions par le président du Conseil constitutionnel. Vous devenez aujourd'hui le 7e président de la 5e République et le 24e président de la République française. Il se voit confier le collier des grands maîtres de l'ordre national et de la Légion d'honneur, officialisant son investiture. Le nouveau président s'adresse au peuple français. Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation, de rassemblement. C'est le rôle du président de la République d'y contribuer. Faire vivre ensemble tous les Français, sans distinction, d'origine, de parcours, de lieu, de résidence, autour des mêmes valeurs, celles de la République.
François Hollande s'est ensuite rendu à l'Arc de Triomphe pour se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Et pour imposer immédiatement les priorités de son mandat, la jeunesse, l'éducation et le respect de la laïcité, François Hollande a également rendu hommage à Jules Ferry, ancien ministre de l'Éducation qui rendit l'école obligatoire et laïque, puis à Marie Curie, prix Nobel de physique et de chimie. La journée d'investiture s'est terminée à l'hôtel de ville de Paris, tandis que Pierre-René Léman, le nouveau secrétaire de l'Élysée, a annoncé la nomination de Jean-Marc Ayrault au poste de Premier ministre. Enfin, le président s'est envolé pour Berlin pour rencontrer la chancelière Angela Merkel, cette fois-ci pour parler économie et surtout de la renégociation du pacte européen de stabilité budgétaire. Et selon les propres mots de Hollande, le changement commence en ce jour. Voilà. Selon les propres mots de François Hollande, le changement commence en ce jour, donc le 15 mai, le jour de l'investiture. Et le changement également est promis en ce qui concerne les relations franco-africaines, savoir la France-Afrique, puisqu'il faut la nommer, il faut l'appeler ainsi. Alors, pour cela, je voudrais donc, si nous avons M. de Bonnecorse au téléphone, M. de Bonnecorse, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai M. de Bonnecorse? Très bien. Alors, en attendant que le contact soit rétabli avec M. de Bonnecorse, je vais revenir en plateau. Alors, messieurs, est-ce que la cellule africaine de l'Élysée va disparaître? Est-ce qu'il est possible pour François Hollande de faire évoluer vraiment les choses? Ne va-t-il pas être amené à un moment à faire le grand écart entre les grands principes qu'il a annoncés et la réalité africaine qui risque de le rattraper et lui revenir assez rapidement au visage? On sait qu'il y a eu une évolution sémantique, on ne parle plus de ministère de la coopération, mais de ministère du développement et des partenariats. Sédi Kaba, je voudrais sur cette question que vous soyez le premier à intervenir. En vérité, la cellule Afrique a cessé d'exister sous la forme qu'on lui a connue depuis Foccart, depuis Mitterrand, où avec Jean-Christophe Mitterrand, on avait cette cellule Afrique avec cette fameuse formule Papa m'a dit, où Jean-Christophe Mitterrand s'est déplacé à travers l'Afrique. Il y avait depuis quelque temps un conseiller diplomatique du président de la République qui chapeaute les conseillers par région. La région Afrique avait un conseiller, il y avait la région Asie, etc. Donc la cellule avait véritablement cessé d'exister, même si géographiquement cette cellule est toujours là et même si dans les faits, les opposants africains de passage à Paris continuaient à aller rendre visite au Conseil Afrique. Les chefs d'État envoyaient leurs enfants, enfin envoyaient des émissaires auprès du Conseil Afrique. On sait que le fils de Wade, Karim Wade par exemple, est allé plusieurs fois voir le Conseil Afrique. Donc il y avait un Conseil Afrique qui existait, mais la cellule avait véritablement cessé d'exister. Vous aurez remarqué que la suppression de la cellule Afrique n'a pas mis fin à la France-Afrique. Ça, nous aurons l'occasion de revenir parce que la France-Afrique, ça a plusieurs têtes, ça a plusieurs ramifications. Derrière ce concept, il y a une dimension politique, il y a une dimension économique avec des intérêts économiques, avec des hommes d'affaires français, etc. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sans doute dans le débat sur la France-Afrique. Alors, on a Michel Bonnecorse en ligne, et donc je rappelle que M. de Bonnecorse était donc le responsable de la cellule africaine de l'Élysée lors du deuxième mandat, au cours du deuxième mandat de Jacques Chirac de 2002 à 2007. Donc c'est un fin connaisseur du sujet. Et je voudrais... bonsoir, M. de Bonnecorse. M. de Bonnecorse. Apparemment, nous l'avons perdu. Nous l'avons ? On n'a pas M. de Bonnecorse? Très bien. Alors, donc, nous revenons en plateau. Dès que vous l'avez, vous n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, Sédic disait que la cellule a cessé d'exister en tant que telle et que c'était un pôle diplomatique qui s'est occupé un peu de ces choses. On a connu André Parent, mais André Parent, sous Sarkozy, prenait ses ordres peut-être chez Jean-David Lévy. Alors, Antoine Glaser, à votre avis, quel va être le dispositif que François Hollande va mettre en place? On sait qu'il a nommé Fabius. C'est vrai qu'au niveau des institutions, il n'y a pas les changements,
c'est des changements sémantiques. On ne va plus parler de ministère de la coopération. Vous avez Pascal Canfin qui est maintenant un ministre délégué chargé du développement. Ça veut dire chargé du développement. On voit bien que c'est quelqu'un en plus qui a un conseiller économique très proche de Eva Joly. Donc c'est quelqu'un, il y a un vrai changement au niveau des choix, des personnalités. Et il est proche des altermondialistes. Il est proche des altermondialistes. C'est un type qui était spécialisé des transactions financières. Donc on peut imaginer que ça soit un monsieur anticorruption. Mais en même temps, vous avez quand même Laurent Fabius qui est le ministre des Affaires étrangères, qui a été ancien Premier ministre. Alors même s'il n'y a pas de réseau africain comme d'autres personnalités politiques françaises ont pu connaître, mais il a quand même un certain nombre il est allé à Libreville, il est allé au Togo, il y a un certain nombre d'autres portes. Mais le vrai changement, c'est en fait au niveau de l'Élysée. C'est vraiment au niveau de François Hollande. C'est vrai que ça soit qu'on appelle ça une cellule africaine ou à des conseillers diplomatiques aussi africains, c'était surtout l'accès au chef de l'État. Et c'est vrai que sous Jacques Chirac, un certain nombre de chefs d'État africains avaient un accès direct au président français, beaucoup plus que tous les présidents normalement, que ça soit pour n'importe quoi. Quand il venait à Paris, il voulait voir absolument le président Chirac. Et c'est pareil pour Nicolas Sarkozy. Mais lui, souvent, qui sous-traitait ça à l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant. Mais encore une fois, il y a quand même un nouveau dispositif avec 3 femmes qui sont des conseillères Afrique, de Laurent Fabius. À l'Élysée, c'est Hélène Le Gall qui a été sous-directrice au Quai d'Orsay. Oui. Et puis également la directrice Afrique est aussi une femme, Elisabeth Barbier. Donc vous avez une équipe féminine qui est responsable des dossiers africains, qui sont des diplomates. Et maintenant, de savoir est-ce qu'il va y avoir des réseaux parallèles qui vont demeurer en place, c'est l'avenir qui nous le dira. Très bien. Alors Antoine Glaser, avant qu'on ne poursuive, je voudrais prendre au téléphone M. de Bonnecorse. Monsieur de Bonnecorse, bonsoir. Bonsoir. Oui, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Donc, nous étions sur le plateau en train de nous demander quel allait être le dispositif mis en place par François Hollande, notamment en ce qui concerne la relation entre la France et l'Afrique, et notamment en ce qui concerne l'existence même de la cellule africaine de l'Élysée. Est-ce que vous pensez que le changement sémantique, le fait d'avoir parlé de ne plus parler de ministère de la coopération et plutôt que de développement, est-ce que tout ça augure de changements de fond, ou vous pensez que la réalité va vite rattraper François Hollande et qu'il sera obligé de faire le grand écart par rapport aux principes annoncés? Je pense que le changement d'appellation de ce qu'on appelait avant le ministère de la coopération est une bonne chose, parce qu'elle tient compte des réalités. Les réalités, quelles sont-elles? Il y en a 2 principales. Premièrement, c'est de moins en moins l'État français qui va participer au développement de l'Afrique. Il faut regarder les choses en face. Les budgets seront en berne, les instruments seront de moins en moins efficaces, à la fois faute de budget et puis faute d'impulsion politique. Et donc, ce sont les opérateurs privés, opérateurs économiques, mais aussi opérateurs culturels, opérateurs régionaux, les départements, les régions, et c'est ceux-là qui vont faire maintenant le développement depuis la France de certains projets en Afrique. Bon, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une banalisation du partenaire français en Afrique en général, y compris dans les pays francophones. Ce qui fait que forcément, le ministère du Développement est un mot qui s'impose. Hein, ce n'est plus un ministère étatique, c'est un ministère beaucoup plus pluriel. Mais aussi, ça a pour conséquence, en fait, que l'Élysée se gardera un rôle beaucoup plus restreint, qui est celui un peu des relations personnelles entre chefs d'État. Très bien. Alors, je crois que c'est indispensable, et on a 2 solidarités en fait. Nous, État français, c'est une solidarité prioritaire avec les pays de l'Union européenne, et puis une deuxième priorité, la solidarité avec les pays africains qui veulent bien coopérer avec nous. Ça va rester à l'Élysée.
Très bien. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que justement ce rapprochement, cette proximité ne risque pas de glisser subrepticement vers les réseaux que tout le monde réunit aujourd'hui? Non, moi je pense que, au contraire, les responsables socialistes veulent en finir avec ce système des réseaux. Ils veulent en finir pour des raisons de morale, mais aussi parce que ça ne sert strictement à rien. C'était un système qui était en voie de disparition totale, et notamment Monsieur Chirac avait décidé de les écarter, et même pour certains de les détruire. Et puis, malheureusement, il y a eu une sorte de régression qui ne s'explique pas d'ailleurs, qui est sous le quinquennat du président Sarkozy, c'est-à-dire qu'en dépit du discours de Cotonou, dès que le président a été élu, il a finalement mis sur un pied d'égalité les réseaux institutionnels, disons grosso modo les diplomates, et puis des réseaux affairistes. Ça ne se justifiait pas et ça brouillait complètement. Vous faites allusion à Bourgi et compagnie? Et compagnie, oui. Exactement. Ça ne sert à rien que des affairistes s'agitent pour essayer d'obtenir des contrats pour des sociétés privées, qu'ils essaient de faire de l'influence pour tel ou tel de leurs patrons du privé. Je veux bien, mais entre États, on n'en a pas besoin. D'autant plus que la plupart du temps, c'est des gens qui s'autoproclament en disant à un chef d'État africain « Oh, méfiez-vous d'un tel, à Paris, il est en train de mijoter un mauvais coup contre vous. » Mais je règle ça, hein, vous faites-moi confiance, et il démonte une fausse affaire. Et après, il revient en demandant des émoluments correspondant à un détonateur qui n'existait pas. Très bien. Pierre Péan nous a suffisamment montré les méandres et les ficelles de ce que vous décrivez. Monsieur de Bonnecorse, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir accepté de nous apporter votre éclairage. Je rappelle que vous étiez pendant 5 années le responsable de la cellule africaine de l'Élysée sous le second mandat de Jacques Chirac. Bonsoir, monsieur de Bonnecorse, et à bientôt. C'est moi qui vous remercie, merci. Très bien. Alors, retour sur ce plateau. Alors, on vient d'entendre donc un des acteurs majeurs de la France-Afrique, il faut l'appeler ainsi. Alors, il est plutôt optimiste. Il dit que les socialistes vont en finir pour des raisons de morale et pour d'autres raisons qu'il a évoquées. Est-ce que vous partagez son avis, Saliou Savané? Je voudrais être aussi optimiste que lui, mais seulement je me dis qu'avec son déficit, avec le déficit de son commerce extérieur et ce que je vois. Je ne veux pas dire qu'il y a des réseaux, mais je vois que la France va s'impliquer fortement en termes de PME en Côte d'Ivoire. Je vois que M. Bolloré a de nombreux ports. Je vois qu'il y a de grosses sociétés françaises du CAC 40 qui, parce qu'on dit que l'Afrique... Mais on peut faire des affaires proprement. Ça n'empêche pas qu'on fasse des affaires... Oui, mais... C'est vrai que l'éthique, la morale, il existe maintenant. On met un point d'honneur à allier l'éthique aux affaires. Oui, mais alors là, il faudrait vraiment qu'il y ait... J'espère que les socialistes vont faire vraiment la rupture. Et puis moi, sincèrement, je ne fais pas trop confiance à M. Fabius. Pourquoi est-il allé à Libreville, d'abord, à Lomé, tout ça? Pourquoi n'est-il pas allé au Ghana, en Afrique du Sud? Pourquoi a-t-il choisi ces capitales? Parce qu'elles font peut-être partie du précaré français. Il a été Premier ministre quand il fallait absolument que François Hollande prenne son masque africain, à défaut d'y aller lui-même. Il faut donner quelques gages. Je voudrais être optimiste, mais je reste prudent. Oui, je reste prudent. Sédic? Je partage l'optimisme de M. de Bonnecorse sur un point. Le type d'émissaire qu'on a vu dont il a parlé de façon très claire. Très bien. Comme Bourgi et même les époux qui sont allés à Balkany, qui partent, qui s'autoproclament émissaires du président, qui partent dire dans les capitales africaines, nous sommes des amis du président, nous pouvons faire changer, comme il l'a décrit si bien. Je pense que ce type d'émissaires, ce type de pratiques-là vont disparaître. Oui. À mon avis, sous les socialistes, ça pourrait disparaître. En revanche, là où je suis moins optimiste, c'est-à-dire que connaissant Fabius, son passé, et connaissant, disons, pour être clair, même son tempérament, ce n'est pas un homme qui est prêt à aller au clash, ce n'est pas un homme qui peut demain dire
à Paul Biya que les élections se sont mal passées au Cameroun ou à Sassou Nguesso qui est appelé pour dire que les élections se sont mal passées. Il aura besoin de parapluie comme moi, je ne suis pas sûr que sur ce plan, les choses vont véritablement changer, qu'on va assister à une révolution, comme on l'a vu récemment avec les États-Unis, où l'ambassadeur des États-Unis est allé dire au Cameroun à Paul Biya, nous ne sommes pas contents de telle affaire, de ton intention de te présenter, ou comme on l'a vu au Sénégal, où l'ambassadeur des États-Unis, moi je ne suis pas sûr qu'on va en arriver là de sitôt, même avec les socialistes. Mais par contre, comme je l'avais dit, les émissaires qui vont aller le soir au proclamer, comme on l'a vu de façon flagrante. Par exemple, sur un cas typique de la France-Afrique, lorsque l'affaire des élections au Gabon s'est présentée, la France n'avait pas de candidat, mais Bourgi a dit la France n'a pas de candidat, moi j'ai un candidat et je suis l'ami du président. Donc ce type de pratiques ne vont pas se reproduire. Très bien, on a M. de Vilzer en ligne, je ne voudrais pas trop le faire attendre. Monsieur Pierre-André Vilzer, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Coopération sous le deuxième mandat de Jacques Chirac, alors que Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre. Et je voudrais avoir votre avis sur les intentions affichées et annoncées de François Hollande en ce qui concerne la relation franco-africaine qu'il voudrait voir changer. Il a même dit qu'il fallait expurger la relation franco-africaine des mauvaises pratiques. Selon vous, quel va être le dispositif et comment peut-on se prémunir de tout ce qu'on a pu dénoncer en ce qui concerne les pratiques parallèles, les réseaux parallèles qui ont suffisamment parasité la diplomatie française en Afrique? Écoutez, il y a eu effectivement pendant une longue période, d'ailleurs qui a évolué au fil du temps, depuis l'époque où, après les indépendances, c'est Paris qui défaisait les gouvernements, se mêlait de la vie intérieure, la vie politique intérieure de chaque État. Tout ça a quand même heureusement disparu. Ensuite, on a eu des périodes où les choses étaient un petit peu plus compliquées, avec en effet, vous y faisiez allusion à l'instant, des émissaires, souvent d'ailleurs autoproclamés, et puis un certain nombre de personnages intrigants qui essayaient d'interférer dans les relations entre la France et ses partenaires africains. Bon, je pense que progressivement les choses se sont d'ailleurs atténuées et que nous sommes maintenant dans une période où de toute façon les conditions de la relation entre la France et les pays africains sont très différentes et seront très différentes. L'Afrique est aujourd'hui un continent ouvert, tout à fait ouvert à la concurrence. La France n'est pas du tout la seule, loin de là. Il y a même pas mal d'Africains qui se plaignent qu'elle soit quelquefois pas assez active, pas assez présente sur le terrain économique, par exemple. Donc la situation est très très différente. Nous allons voir maintenant comment s'organisent les autorités françaises pour gérer la relation avec nos partenaires africains. Le nouveau gouvernement comporte un membre du gouvernement qui est affecté au développement. Il reste maintenant à savoir plus précisément quelles seront ses attributions, comment tout ça va s'articuler avec le rôle du ministère des Affaires étrangères. Bon, la fonction va sans doute changer. Il est un peu tôt pour savoir exactement dans quel sens. Très bien. Monsieur le ministre, est-ce que vous croyez que... est-ce que vous êtes optimiste quant aux intentions affichées des socialistes de moraliser justement cette relation, ou alors le grand écart du réalisme va les ramener même si, en arrière, même si ce n'est pas une régression, mais est-ce que vraiment ces pratiques peuvent disparaître totalement? Écoutez, je vais vous dire très franchement, à partir de l'expérience que j'ai vécue moi-même, bien entendu, je désapprouve et je trouvais même gênante un certain nombre d'interférences qui pouvaient se produire. Il y avait en effet des émissaires qui, ici ou là, se mêlaient d'affaires qui n'étaient pas de leur ressort. Mais je vous dirais très franchement que personnellement, en tant que ministre de la Coopération, ça ne m'a jamais empêché d'agir, empêcher d'avoir des relations totalement transparentes avec nos interlocuteurs officiels, qu'ils soient ceux qui sont actuellement au pouvoir dans leur pays ou que ce soit des leaders de l'opposition. J'ai toujours eu des relations, depuis longtemps d'ailleurs, bien avant d'être ministre, et je les ai gardées quand j'étais ministre,
avec les leaders dans chaque pays des différents courants. Et par conséquent, il ne faut pas non plus s'imaginer que tout ça a été téléguidé uniquement par des officines. Il s'agissait de se tenir à l'écart de ces manœuvres, si possible d'être au courant de ce qui se passait, parce qu'il vaut mieux savoir, mais d'avoir des relations normales. Donc ne noircissons pas non plus exagérément le tableau. Hein. Très bien, Monsieur le Ministre. Donc vous pensez que tout ça, tout ce qui se met en place va dans le bon sens? Écoutez, je pense qu'il y a une continuité. On a pu observer au fil du temps de plus en plus d'efforts pour effectivement normaliser les relations. Moi, je me souviens quand j'ai été nommé ministre de la Coopération, l'une des premières choses que m'a dites Jacques Chirac, c'est que, évidemment, comme je le savais, il y aurait sans doute un certain nombre d'émissaires qui peut-être chercheraient à me voir, qui en tout cas se manifesteraient un peu sur le terrain. Et il m'avait donné ce conseil qui me paraissait de tout à fait bon sens et que j'ai suivi, c'est-à-dire quand on me demandait un rendez-vous, je le donnais, j'écoutais, je ne disais rien, et je ne changeais rien à l'attitude qui devait être celle d'un représentant du gouvernement français dans ses relations avec les États africains. Et donc il y avait déjà de la part de Jacques Chirac, la volonté. Très bien, merci Monsieur le Ministre. Souhaitons que votre successeur ou vos successeurs aujourd'hui dans le pôle diplomatique de François Hollande suivent le même conseil que vous. Je voudrais vous remercier infiniment d'avoir participé à cette émission. Et je vous en prie. Voilà, au revoir et merci, à bientôt. Oui, Savané? Oui, non, c'est-à-dire qu'on va voir ce changement s'il va se concrétiser déjà avec ces élections qu'il y a en Afrique. Parce qu'il y a plein de pays africains qui sont en pleine crise de leur processus, qui sont en pleine crise de démocratie. Vous avez le président guinéen qui écrit à François Hollande, cher camarade, qui espère... C'est la règle entre membres de l'international socialiste. Qui, paraît-il, on ne peut pas le soupçonner de familiarité. Qui espère un peu plus de mansuétude. Espérons, on va voir. On va voir si Paris va avaliser certaines élections en Afrique. On verra bien. Très bien. Oui, Antoine Glaser. Ce que j'ai trouvé très, très intéressant, que ce soit de la part de Michel de Bonnecorse et de Pierre-André Vizère, c'est ils voient bien aussi que ça soit la droite ou la gauche, ils voient bien un environnement en général. Bien sûr. Et c'est vrai que la France a des intérêts stratégiques et intérêts économiques en Afrique. Le problème, c'est de ne pas utiliser, même quand ces grands groupes, en particulier dans le domaine énergétique, c'est de ne pas faire du chantage politique qui avait été fait pendant très longtemps. Ça veut dire, surtout pendant la période de la guerre froide, ça veut dire donnez-nous vos matières premières stratégiques, en échange on vous garantit l'impunité, on ferme les yeux, quoi. On garantit que vous n'aurez pas de problème et vous inquiétez pas pour vos élections. Donc c'est pas le fait que la France ait effectivement, ou des grands groupes français, des intérêts économiques en Afrique. En plus, réellement, il faut voir la France-Afrique, mais il faut voir aussi l'Afrique-France. Comme le dit Michel de Bonnecorse, il y a une banalisation. Je veux dire, je voudrais quand même juste donner un fait très précis qui m'a vraiment surpris. Hier, Ali Bongo, le président de la République gabonaise, était reçu par le Premier ministre David Cameron à Londres. Alors que son père, lui, au moment où Nicolas Sarkozy, en 2007, s'est installé au pouvoir, il voulait absolument être le premier président à visiter l'Élysée. Donc vous voyez déjà au niveau des choses. Alors justement, on avait préparé, justement, il y a eu des images muettes de toutes les passations de service depuis l'époque de Georges Pompidou et Chirac, pour voir tous les vieux gaullistes qui ont géré un environnement qui change. Oui. Et il y a un environnement qui change au niveau de la banalisation. C'est vrai qu'on va voir aussi les socialistes à l'œuvre. Il ne faut pas se leurrer. François Hollande, son quinquennat, ça sera principalement la France et l'Europe. Et c'est pour ça que c'est important de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des ministères des Affaires étrangères. Et surtout, voir ces dames, ces dames qui sont qui s'occupent de la diplomatie, voir comment elles vont gérer les dossiers. Est-ce qu'il va y avoir des réseaux parallèles ou pas? Mais très franchement, c'est l'environnement qui change. Et on ne peut pas faire comme si
si rien ne changeait. Je pense que même s'il y avait encore M. de Bonnecorse ou Pierre-André Wilzer, ils savent bien que finalement, il n'y a pas simplement les Indiens, mais on ne parle pas des Turcs, on ne parle pas... J'ai vu un Africain qui parlait des Singapouriens, vous avez des grands groupes qui sont des Brésiliens. Donc il faut aussi voir, pas simplement la France-Afrique et penser que la France contrôle tout en Afrique, mais aussi voir le côté Afrique-France, et que finalement, il y aura, j'imagine pas non plus, c'est comme un gros bateau, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, je veux dire, il y aura bien sûr, mais je crois beaucoup plus à des chefs d'État africains qui vont essayer d'avoir des réseaux d'influence à Paris que dans l'autre sens. Mais moi, je pense que François Hollande va les tenir à bout de gaffe. Même ses copains, que ce soit, tout le monde sait qu'il est très proche du président nigérien Issoufou et du président Alpha Condé, parce que c'est anciens camarades Par contre, on n'a pas trop apprécié les propos de M. Kofi Annan. On a trouvé peut-être qu'il était un peu excessif, puisque il avait... En tout cas, il n'a pas l'air d'être dans le dispositif. Il n'est pas dans le dispositif. Justement, alors qu'il semblait voguer à... Il est devenu incontrôlable. Voilà. Sidi Kaba. Non, moi je crois que, comme il a été si bien dit, l'Afrique a changé. Les deux intervenants ont parlé de l'émergence de nouveaux acteurs qui font que la France ne peut plus avoir l'attitude qu'elle a eue jusqu'ici, puisqu'elle est concurrencée sur le terrain africain, notamment par les Chinois, même en termes de prêts, d'accès aux prêts, par exemple. Les Chinois prêtent à tour de bras, puisque eux, ils ont à des taux très faibles, et eux, ils ont la manne qu'il faut pour prêter, alors que les pays européens n'ont pas. Donc, il y a cette évolution. Mais je crois que la démocratisation en Afrique qui va kahin-kahan, qui va en dents de scie, est aussi un élément qu'il faut intégrer dans l'analyse. C'est-à-dire que de moins en moins, les chefs d'État savent, comme il a été dit, que ce n'est pas Paris qui fait des chefs d'État, qui fait des régimes. Ce n'est plus l'époque de Barracuda où les paras vont venir avec un chef d'État, le mettre comme à Bangui. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a des élections, il y a une société civile africaine qui s'organise, il y a d'autres sphères d'influence. Donc, je crois que ce contexte peut être favorable à une évolution dans les relations, puisque les chefs d'État, pendant très longtemps, à tort d'ailleurs, ou à raison en tout cas, les chefs d'État ont considéré que il vaut mieux être en bon terme avec Paris. Parce que plus on est en bon terme avec Paris, plus c'est la garantie de la longévité au pouvoir. Qui les faisait roi et qui pouvait les garder sous le parapluie. Donc les choses ont évolué et je suis sûr que les socialistes seront obligés de tenir compte de cette évolution dans le contexte africain. On verra bien. Très bien. Alors, si vous voulez, on va s'arrêter là sur ce sujet, sur la France-Afrique. Et on avait un dernier sujet concernant le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mais nous le gardons donc pour la prochaine émission. Et puis, je voudrais qu'ensemble, on regarde ce qui se passe au Mali. Alors, le Mali est aujourd'hui dans l'impasse. Il y a une espèce de poker menteur qui se joue entre Bamako, Ouagadougou et Abidjan. La junte dit je veux un dialogue direct pour revenir à une expression qui a fait florès en Côte d'Ivoire. Donc, une solution à la malienne. Et puis, aujourd'hui, la CEDEAO a fini par cesser de tourner autour du pot, a dit que le vrai problème du Mali, c'était le capitaine Amadou Sanogo, pour ne pas dire la junte elle-même. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va rester dans cette impasse? Quelle va être la solution? Et surtout que les États-Unis ont mis la pression en disant... Les États-Unis, j'étais surpris, ils ont dit carrément au mutin, ils ont dit non, il faut rentrer dans les casernes. Il faut rentrer dans les casernes. Alors, oui, mais au-delà de la position américaine, moi je trouve que cette position américaine et le fait que la CEDEAO maintenant suive, parce qu'il semble qu'elle a évolué en fonction du desiderata venu de la Maison-Blanche, c'est une rebuffade pour le président Blaise Compaoré. Puisqu'il semblerait que lui... Puisque la junte semblait les défier et les avait même un peu piégés. Parce que dans ce qu'il avait préparé, il semblait, il y avait une ambiguïté, on ne savait plus très bien quel rôle devait jouer. Ambigu, je veux dire. C'était, il faut dire, le président Blaise Compaoré était désigné comme médiateur par la CEDEAO, la communauté Z-Afrique de l'Ouest. Voilà. Désigné comme médiateur. Pourquoi? Parce que ce sont ses frères d'armes qui sont au pouvoir à Bamako. Donc, comme sont ses frères d'armes, ils se sont dit, lui, il va arranger le coup plus facilement avec eux. Sauf que finalement, il leur a laissé un peu la bride et que les types, ils disent, on reste.
C'est exactement ce qui s'est passé en Guinée quand il y a eu la crise. Avant qu'on ne tire sur le capitaine Dadis, il avait proposé un plan que l'opposition guinéenne avait catégoriquement refusé, qui faisait la part belle au capitaine Dadis. Donc il récidive encore. C'est ça. Il y a même, apparemment, d'après ce qui remonte, une sorte de tension entre certains chefs d'État africains dans la gestion. Parce que le premier sommet qui a décidé de prendre des mesures contre la junte avait considéré qu'à partir du moment où on met en place une transition démocratique, la junte n'a plus aucun rôle à jouer. Mais dans la gestion du dossier, le président Kampaoré a ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés, puisqu'il a promis à la junte que c'est des gens qu'elle aura désignés, ou en tout cas qu'elle aura approuvés, qui auront les postes de la défense et de l'intérieur. Ils ont eu. C'est ça. C'est de là que c'est parti. Même le Premier ministre... À partir de là, la junte s'est sentie confortée. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment dans une sorte de co-gestion du pouvoir. Il y a un pouvoir à Kati, il y a un pouvoir à Koulouba. La junte continue de jouer un pouvoir à Kati, puisque la junte procède à des arrestations. Rien que dans ces 2 derniers jours, des journalistes ont été arrêtés. Oui, mais un journaliste a été arrêté sans qu'on sache... éviter toute alternative. Sans qu'on sache de qui viennent les ordres d'arrêter les gens. C'est apparemment de la junte que ça vient. Le gouvernement de transition n'est pas au courant. Donc il y a une sorte de dualité et il était quand même temps que la CEDEAO tape du poing sur la table pour dire à la junte... Mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Il y a 20 ans, il y avait la rue malienne, une société civile, s'était organisée, avait manifesté, avait chassé du pouvoir le général Moussa Traoré. 20 ans après, on s'imaginait que le Mali était une démocratie confortée, etc., bien enracinée. On ne voit plus de rue malienne. Or, en toile de fond, il y a une crise de la démocratie, c'est-à-dire il y a un désenchantement des Maliens vis-à-vis de la démocratie. Peut-être parce que tout allait bien. Parce que les Maliens aujourd'hui veulent... La rue s'est un peu endormie puisque tout allait bien. Non, mais c'est que pour la rue malienne, en 20 ans, ils sont devenus plus pauvres, eux, Maliens, et l'argent, ils le disent, l'argent qui a été détourné en 20 ans de démocratie n'a rien à voir avec ce qui était voulu avant. Donc ils se disent qu'il faut justement changer complètement de classe politique. Totalement. Oui, il faut aussi... moi, ça m'a toujours surpris comme quoi on voyait le Mali comme le super pays démocratique, tout allait bien, c'était vraiment le chouchou des bailleurs de fonds. La belle au bois dormant. En fait, il y avait un homme courageux qui s'appelle Amadou Toumani Touré, ATT, qui jonglait entre le grand frère, le colonel Kadhafi, qui faisait les fins de mois, et de l'autre côté, le grand frère algérien qui est en concurrence avec Kadhafi et qui assurait la sécurité dans la communauté Touareg. Et finalement, c'était un équilibre extrêmement précaire, plus les pressions françaises sur le problème d'immigration. Et c'était pas du tout le pays vu de l'extérieur où tout était idyllique. En fait, ils jonglaient entre les deux. Ils voulaient pas signer d'accord cadre à juste titre sur l'immigration. Sur les flux migratoires. Le colonel Kadhafi ensuite s'installait un consulat à Kidal, et du coup, grand frère algérien, il y avait les Touaregs qui se réagitaient. Il allait voir le grand frère algérien. Grand frère, aide-moi parce qu'il y a les Touaregs où j'ai des problèmes. Et puis, personne n'a vu, enfin personne, sauf les gens sur place, l'onde de choc de la chute du colonel Kadhafi, qui a complètement déstabilisé ce pays. Complètement déstabilisé ce pays. Il y avait maintenant des centaines de milliers de réfugiés. Bien sûr. Donc, je veux dire, compter les armes. Et maintenant, et je suis pas sûr, moi, par contre, que c'est pas parce que vous allez mettre 600 ou 700 Nigérians qui veulent arriver très vite à Bamako que ça va régler les problèmes. Hein, je veux dire, parce que le problème de la partition du Nord reste. Mais bien évidemment. Et Blaise Compaoré maintenant, il fait maintenant, et vous avez vu, c'est vraiment maintenant c'est la cavalcade. Maintenant, il négocie déjà avec les troupes, les rebelles du Nord. À quelle fin, oui, bien sûr. Personne ne conteste qu'il y a une déception vis-à-vis de l'expérience démocratique des citoyens maliens, parce que lorsqu'on n'allie pas les libertés individuelles et collectives avec un contenu économique, si le pouvoir d'achat des Maliens ne s'améliore pas, si leurs conditions
ne s'améliore pas. Et puis, la gestion, absolument. Et puis la corruption qui est venue, qui est venue se mettre en place, il y a une sorte de gabégie qui s'est installée autour de ATT. Les gens se sont enrichis et le rôle trouble dans la gestion de la lutte antiterroriste, beaucoup d'intermédiation pour libérer des gens. On parle de l'argent qui est destiné aux ravisseurs qui restent à Bamako en partie, etc. Donc il y a toute une sorte de mafia qui s'est installée à la tête de l'État. Mais je ne pense pas que le fait qu'il y ait eu le coup d'État a réglé quoi que ce soit. Au contraire, le coup d'État a précipité le Nord, a créé une situation aujourd'hui. Il y a deux crises au Mali. Il y a la crise à Bamako et il y a la crise du Nord. La crise du Nord... Alors qu'on n'a pas encore réglé la crise de Bamako, a fortiori commencé à attaquer la crise du Nord. Moi je dis que la crise du Nord était un accélérateur pour nous révéler que le flux était pourri de l'intérieur. Alors donc, dernière question pour en finir. Selon vous, va-t-on en sortir et comment? Je crois qu'Antoine, qui est un ancien stratège, militaire, peut nous... Parce que vous croyez que le capitaine Amadou Sanogo va-t-il céder ou pas? Bon, je sais qu'ils sont souvent qualifiés d'éléphants qui cassent tout sur leur passage. C'est-à-dire les Américains, ils n'ont pas la réputation d'être des gens très fins. Mais je pense qu'à partir du moment où la Maison-Blanche donne la direction, et il y aura des sanctions, il y a déjà choses. Je pense que le capitaine ne va pas tenir très longtemps. Parce que la population, quand la population va ressentir les... D'ailleurs, les premières menaces de sanctions économiques, voilà. il avait reculé, il avait senti venir le boulet et il avait vacillé. Absolument. Pour moi, ce n'est pas le plus dur. Ça, le sort du capitaine et de la junte peuvent se régler. On peut régler ça justement en mettant la pression sur la junte. Mais le plus dur, c'est le Nord. Comment en sortir? Est-ce que, comme a dit Antoine, il suffit d'Alpha-Jet nigérian et de quelques centaines de soldats, parce qu'il y a la connaissance du terrain aussi. Aujourd'hui, si on devait aller vers une solution militaire, quelles sont les armées de cette sous-région qui peuvent, sachant que l'Algérie se tient à l'écart? Il paraît que les Algériens seraient pour des opérations ciblées, comme les Israéliens. Très bien. Oui, Antoine, pour finir. Non, mais c'est ce que vient de dire Abasseli qui est extrêmement important. Il y a un partenaire dont on parle très peu pour le Nord, c'est l'Algérie. Oui, sans l'Algérie, vous pouvez absolument rien faire. On n'entend pas l'Algérie. Il ne faut quand même pas oublier qu'Al-Qaïda du Maghreb islamique, ce sont les Algériens. C'est quand même l'exportation de ce qui s'est passé de la guerre contre le terrorisme en Algérie qui a été exportée dans le Sud. Et bien sûr, dans le Sud, avec les anciens du GSPC, qui se trouvent maintenant que c'est le GIA, GSPC, ACMI du Maghreb, Mujao avec les Mauritaniens, etc. Donc c'est quand même, tout vient de l'Algérie. Donc c'est vraiment, les types sont venus quand même de Libye pour arriver au Mali, il faut bien trouver du carburant quelque part. Ça c'est une première chose. Les deux problèmes sont complètement déconnectés. Je veux dire, le problème en ce moment pour la déstabilisation du Mali, c'est vrai que moi je pense qu'il faut que ça soit les Maliens eux-mêmes qui retrouvent une cohérence interne. Les interventions extérieures, c'est pas l'intervention de quelques centaines de Nigérians qui va changer l'affaire dans le sud du pays. Oui, sur ce, je vous remercie, messieurs. Et nous allons conclure rapidement. Il nous reste très peu de temps en regardant ce qui se passe au Soudan. Alors, les Soudanais également s'entre-déchirent. Le Sud met l'accent sur les problèmes économiques. Ils veulent absolument exporter leur pétrole. Le Nord accuse le Sud de financer des rebelles. Alors, il y a des intérêts divergents. Ils continuent de se tirer dessus. Est-ce que vous croyez que l'escalade va continuer ou ils finiront par s'entendre, puisque dans tous les cas, personne n'y gagne. Thabo Mbeki semble ne pas réussir sa mission. Ça fait longtemps qu'à coût de près de 18 millions de dollars de budget annuel de fonctionnement de sa structure, mais il n'a jamais eu de résultat. Alors qu'est-ce qui se passe? Certains responsables sudistes vont jusqu'à le soupçonner d'être stipendié par Khartoum. C'est vous dire le climat de confiance qui existe entre eux et Thabo Mbeki. Non, c'est-à-dire que pour les gens de Khartoum, tant qu'ils vont considérer que des rebelles à l'intérieur de la frontière, ceux du Sud Kordofan, du Nil Bleu, du Darfour, sont financés, stipendiés par des pays voisins, notamment par le Sud-Soudan ou l'Ouganda, eh bien, ils mettront la pression sur le Sud, ils vont financer eux aussi des rebelles à l'intérieur du Sud-Soudan. Ou frapper directement, comme ils l'ont fait. Frapper directement, et choses. Bon. Et puis, aussi, il y a le fait que, pour eux, il y a une chose, c'est qu'ils avaient considéré qu'en acceptant l'indépendance du Sud, les sanctions
que le président Clinton le impose depuis 1993 ou 1995 allait être levé. Mais il se trouve que le Congrès américain ne veut pas lever les sanctions, alors qu'il y a une coopération étroite entre les services soudanais et la CIA. Donc, vraiment, c'est... Et Omar El-Béchir... Je pense que Washington... C'est ça qui est... Allez-y, Antoine. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire Omar El-Béchir, qui est vilipendé, qui va être poursuivi par la CPI, finalement, ils sont obligés de faire avec lui. Et quelque part, tant qu'il existe et tant qu'il y a cette guerre, ils sont bien obligés d'aller le voir en disant « il faut nous aider ». Président, etc. Mais le fait que vraiment inquiétant, je trouve, c'est que les Chinois, qui étaient quand même, je veux dire, qui étaient les grands exploitants de pétrole dans le Sud, ils veulent absolument que parce que quand même expliquer, je veux dire, à nos auditeurs et spectateurs que le pétrole est principalement exploité dans le sud du pays, mais ne peut être pour l'instant exporté que par le nord. Donc, si les deux parties ne s'entendent pas, le pétrole ne sort pas. Et les principaux, finalement, perdants, entre guillemets, ce sont les exploitants, ce sont les Chinois. Ouais. Et pour la première fois, les Chinois, qui disaient toujours aux Africains, nous, on ne se mêle pas de politique, là, pour la première fois, ils s'impliquent politiquement pour essayer de réunir les deux parties. Comme on ne les entend pas en ce moment, je pense que la négociation ne doit pas encore être mûre. Ils promettent de donner 8 milliards de dollars au Sud, mais ils ont refusé de livrer des armes au Sudiste. Et les nordistes semblent confiants quant à l'avenir de leur relation avec les Chinois. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit à Pékin. Mais quid de la paix alors? Mais comme a dit Antoine, Salva Kiir était en Chine et lui aussi, les Chinois lui ont fait les yeux doux, ils lui ont déployé le tapis rouge parce que les Chinois ont conscience qu'il faut s'entendre avec le pays où les puits de pétrole se trouvent. Alors ce tango, ce passo doble va durer jusqu'à quand alors? Donc, je crois qu'il y a aussi, il ne faut pas négliger le fait de la guerre interne à Khartoum. Beaucoup de gens n'étaient pas favorables à l'indépendance. Bien sûr. Et il y a une aile qui a remporté sur une autre dans l'entourage du président. Donc aujourd'hui, l'aile qui manifestement a perdu puisqu'on est arrivé à l'indépendance, peut-être trouve l'occasion là d'avoir une certaine revanche. La déception, la promesse, parce qu'il y a cette promesse de lever les sanctions, il y a aussi la promesse de la dette, l'annulation de la dette, la dette du Soudan. Donc là aussi, le Soudan semble un peu déçu que les engagements pris n'aient pas été remplis. Donc il y a tous ces facteurs qui expliquent. Mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, tel que les choses se présentent, ni le Sud ni le Nord n'ont intérêt à la guerre. Le Sud a des urgences parce qu'il lui manque des infrastructures. Ce jeune État, il lui manque des infrastructures. Il a besoin de vendre son pétrole pour commencer à réaliser des infrastructures puisqu'il n'en a pas du tout. Le Nord a intérêt à s'entendre avec le Sud parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Puisque le pétrole, les redevances sur le passage du pétrole lui rapportent de l'argent, s'il ne s'entend pas avec le Sud, ça ne va pas se faire. Et il y a un autre facteur aggravant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, le Sud a commencé à étudier la possibilité d'évacuer son pétrole par le Kenya et d'autres pays, et l'Éthiopie. Par le Kenya et l'Éthiopie. Donc ça, c'est un facteur aggravant, c'est un facteur qui est venu mettre reléguer à l'arrière-plan la question de la nationalité, le tracé de frontières, les autres questions subsidiaires. Et il faut signaler que les Chinois, qui sont intéressés par le pétrole du Sud, n'ont pas beaucoup insisté à financer et construire le pipeline par le Kenya ou l'Éthiopie. Ils auraient pu le faire parce qu'ils ménagent aussi le Nord. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'ils auraient pu, ils ont les moyens, ce n'est pas les États-Unis ou une autre puissance occidentale qui va verser 4 ou 5 milliards de dollars pour faire le pipeline. Eux, ils ont les moyens de le faire. Mais ils n'ont pas tant qu'on a le pétrole, on trouvera les meilleurs fonds pour financer. Politiquement, ils ont besoin de garder une certaine image. Ils importent 5% de leur pétrole du Soudan. C'est un pétrole qui n'est pas de bonne qualité. On compte surtout sur la concession de Total qui fait la moitié de la superficie du Sénégal, une concession énorme. Les Chinois comptent bien entrer en partenariat avec Total pour exploiter cette concession. Donc voilà, c'est la chose. Oui, Antoine voulait intervenir. Juste, il faut quand même rappeler que de 1983 à 2005, la guerre au Soudan a fait 2 millions de morts. 2 millions de morts.
Et tout le monde pensait que depuis juillet 2011, depuis l'indépendance, qu'on était vraiment qui passait à autre chose. On semble bien loin de l'accord de Naivasha de 300 000 morts en 1988. Pour la seule année 1988, 300 000 morts. Ouais. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'en même temps, dans ces pays, on dit toujours, vous savez, que fait la communauté internationale? Mais franchement, les pays africains, les Africains, il faut qu'ils trouvent en eux-mêmes les possibilités de négociations, etc. Toutes les interventions extérieures aboutissent à rien. Regardez le Kivu. Vous avez la principale opération des maintiens de la paix dans le monde se fait en République démocratique du Congo, et tous les jours dans le Kivu, vous avez 30 000 hommes, des trucs, et tous les jours, il y a encore des meurtres, des violences absolument incroyables. Donc ça peut pas venir de l'extérieur. Et alors justement, mais que faire alors, puisque l'Union africaine n'arrive pas à se trouver un dirigeant Non, moi je crois que l'Union africaine a encore une arme de pression sur El-Béchir. Elle a soutenu, elle continue de soutenir. C'est peut-être même la seule organisation qui soutient El-Béchir, qui est aujourd'hui en difficulté dans le cadre du mandat d'arrêt qui a été lancé. Et donc il y a des leviers. Pourquoi j'utilise pas ces leviers pour résoudre le problème? Il y a des leviers sur lesquels il faut appuyer du côté de Khartoum. Il y a des leviers sur lesquels il faut appuyer du côté de Djouba, puisque apparemment, l'Éthiopie a une influence réelle sur les deux pays, par exemple, des pays, comme vous dites, comme dit Antoine, il faut que les Africains apprennent à prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que l'Union africaine a jusqu'ici lancé des appels, etc. Il faut maintenant passer à une autre étape. Il faut menacer des sanctions ces pays-là. Le lancinant et récurrent problème des élites africaines. Très bien. Alors, messieurs, je voudrais vous remercier. Il nous reste 45 secondes. Je vais en profiter pour conclure, et en espérant que les responsables de l'Union africaine vous entendent et partagent également votre amour de l'Afrique et votre ardeur à voir les problèmes de l'Afrique se résoudre entre Africains et de façon durable. Voilà, je voudrais remercier Sédi Kaba de Panapresse d'être venu avec nous ce soir, éclairer l'actualité pour vous. Cédric, merci. Merci. Voilà. Antoine Glaser, merci également à vous. Je rappelle que vous êtes donc journaliste indépendant désormais, mais vous êtes toujours aussi proche de l'actualité. Cédric est là également au titre de la Panapresse. Et puis il y a Bois-Landry Consulting qui est donc représenté par Saliou Sissavané. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, Maki Hebdo pour ce soir, c'est terminé. Je voudrais vous remercier d'être restés en notre compagnie, et puis pardonnez-nous ces quelques hésitations des débuts d'émission dues aux problèmes de liaison téléphonique. Et je voudrais également remercier Valerio, notre chef opérateur, et puis notre réalisateur Youmanievou et son équipe, amené également par Nabi Patrick Ketouré, et puis pour la régie d'antenne, il y avait Jean-Marie Bloch, et aux côtés du son également, le jeune Alex, notre stagiaire qui fait des merveilles. Voilà, pour Maki, c'est fini ce soir. Bonsoir et à vendredi prochain, si tel est votre souhait, bien sûr.